pensez que Banque al-Maghreb, justement, doit suivre le modèle de la BCE qui vient d'augmenter le taux directeur? Est-ce Non. qu'on devrait? Non. Est-ce qu'elle devrait, c'est ça? Est-ce que vous Non, pensez non, que pas, Banque al-Maghreb non, parce que devrait ce suivre sont, le même... non, c'est parce que ce sont deux situations totalement différentes. La Banque centrale européenne a décidé d'augmenter son taux directeur de 50 points de base, parce que d'abord son taux directeur était proche de zéro, voire en territoire négatif, ce qui n'est pas le cas du Maroc. Nous sommes encore à 150 points de base, au moment où la BCE était proche de 0, 0,5, premièrement. Et deuxièmement, la BCE, depuis au moins 3-4 ans, a fait massivement du quantitative easing, ce qui n'est pas le cas de Banque al-Maghreb. Donc nous ne sommes pas dans la même situation. Mais globalement, de façon globale, troisième raison, on prendre la BCE comme non, on prend pas d'exemple. On regarde ce qui réussit ailleurs, mais on met en place les politiques qui correspondent à notre pays, à nos propres caractéristiques. C'est typiquement la méthodologie que nous avons retenue pour le nouveau modèle de développement. Et donc le modèle de développement tel qu'il a été proposé, c'est un modèle de développement maroco-marocain, fait par des Marocains pour des Marocains. Et donc, ni le modèle de la BCE, ni le modèle de la Fed, ni le modèle de Banque en l'Inde ou d'autres banques centrales n'est adapté au cas du Maroc. Il faut qu'il y ait un modèle marocain. Or, le modèle marocain, aujourd'hui, me semble être excessivement conservateur et me semble être contraint. Je vous ai parlé tout à l'heure de la relation entre le Trésor et le secteur bancaire, qu'il faut rompre de mon point de vue. Et c'est la Banque centrale qui doit jouer et qui doit avoir un rôle en la matière pour déconstruire et déconstruire ce lien, ce cordon ombilical entre le Trésor public et les banques et réorienter cette masse vers l'économie réelle. Et deuxièmement, l'inflation que nous subissons dans notre pays en 2022, je vous rappelle que depuis au moins 7-8 ans, nous avons eu une inflation très faible, très très faible. On a même eu une année à 0,5, 0,6%. D'ailleurs, on se posait tellement des questions, on se disait comment ça se fait. Non, mais parce qu'il y avait une politique, il y a une politique ultra conservatrice qui, de mon point de vue, n'était pas adaptée aux besoins de notre pays et qu'il fallait laisser filer un peu l'inflation pour créer une dynamique économique. Malheureusement, le gouverneur de la Banque centrale s'y est refusé systématiquement et malheureusement, le gouverneur de la Banque centrale n'était pas non plus challengé par le gouvernement et par le ministre de l'économie, par les ministres de l'économie et des finances successifs, parce que c'est des questions de discussion, de rapport de force et d'équilibre et de négociation. Sur les problématiques monétaires dans notre pays, malheureusement, le gouverneur de la Banque centrale n'a pas d'alter ego au niveau du gouvernement, malheureusement. Donc je vous disais pourquoi aussi c'est pas comparable, parce que l'inflation que nous subissons depuis quelques mois seulement, ce n'est pas une inflation créée, générée par des flux monétaires, comme par exemple une masse monétaire qui aurait filé. Non, mais c'est une inflation simplement, c'est une inflation importée, du fait de l'interdépendance de notre économie avec les sources d'approvisionnement à l'étranger. Et donc c'est une inflation qui provient essentiellement de nos importations, et à l'intérieur de nos importations, essentiellement des produits énergétiques et de l'importation des hydrocarbures. Évidemment, les produits, les matières premières, les produits alimentaires contribuent aussi à cette inflation. Mais la part la plus importante de cette inflation provient des importations des hydrocarbures. Donc, quand bien même on augmenterait le taux directeur, ça n'aurait aucun impact sur l'inflation parce qu'elle est importée. Histoire de la dette. Oui. Est-ce qu'il faut laisser filer la dette pour garder la croissance, pour faire de la croissance? Selon vous, l'état actuel de dette est important. On va encore aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous pensez que la dette a favorisé la croissance dans notre pays? Je ne crois pas. Je pense que nous sommes très faibles en termes de croissance. C'est un des grands griefs que je fais à l'action du gouvernement. C'est l'absence d'ambition en matière de création de richesse, de croissance. J'y reviendrai si vous le voulez bien. Je vais vous répondre à votre question sur la dette. La dette est un des grands enjeux de nos finances publiques. Non pas parce qu'elle est importante, mais parce que nous avons une mauvaise dette, ou plus exactement, parce que nous l'utilisons mal. Et je m'explique. Quel est le taux de l'endettement public dans notre pays?
Normalement, il aurait été autour de 100% de notre richesse nationale. Il a diminué, il va être autour de 94 ou 90%. Pourquoi? Parce que par un simple jeu d'écriture comptable et de révision de nos comptes de comptabilité nationale par le HCP, en changeant la base, en passant de 2007 à 2014, comptablement et mécaniquement, notre PIB est monté. Le PIB 2020 était de 1080 milliards de dirhams. Et par le changement de la base, nous sommes passés à 1160 milliards de dirhams. Le PIB 2021, après ce changement de la base, en passant de 2007-2014, devrait être autour de 1280 milliards de dirhams. Et donc, si nous calculons notre taux d'endettement public, on serait autour de 90%. Si nous avions gardé nos anciennes statistiques, on serait déjà à 100%. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui. Évidemment. Est-ce qu'il faut s'inquiéter parce que nous sommes à 100%? La réponse est non. Et là, je vais peut-être heurter certains esprits, j'allais dire, qui regardent les choses de façon assez superficielle. Vous avez d'abord les plus grands pays de la planète qui sont à des taux d'endettement 2 fois supérieurs aux nôtres. Exorbitant, bien sûr. Le record du monde, c'est le Japon, c'est 240% du PIB, la dette. Sauf que 100% de la dette, ou quasiment 100%, elle est endogène au pays. Elle est financée par les institutionnels et par les épargnants. Vous avez l'Italie qui est à 180% et la France qui a maintenant atteint 125 ou 130%. Pour autant, ils ne sont pas inquiets. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le taux de l'endettement. C'est deux choses. C'est la capacité de remboursement, et donc c'est la dynamique de croissance. C'est pour ça que je voudrais revenir sur la notion de croissance. Et donc la croissance est l'instrument qui permet de mesurer la capacité d'une économie à générer de la recette fiscale, importance de la réforme fiscale, pour pouvoir affronter le service de la dette. Donc ce qui est important, ce n'est pas de voir de façon figée, statique, 100%, mais c'est de voir si on est en capacité d'affronter le service de la dette lié à ces 100% de taux d'endettement. On peut être à 60% de taux d'endettement et être dans l'incapacité d'affronter le service de la dette. Comme on peut être à 180% de taux d'endettement et être dans la capacité d'affronter le service de la dette. Donc, premièrement, c'est la croissance économique, c'est la réforme fiscale qui va nous permettre de faire rentrer de l'argent. Ça, c'est la première grande problématique. La deuxième grande problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette dette? Parce qu'il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Si on contracte une dette pour payer des dépenses de fonctionnement, on se suicide. C'est ce que nous faisons. Si on laisse filer la dette pour cacher notre incapacité à réformer l'État, eh bien, on hypothèque l'avenir des jeunes Marocains. C'est ce que nous faisons. Et si en plus, lorsqu'on investit cette dette dans les investissements, entre parenthèses, les investissements publics représentant les 2 tiers de l'investissement national. Autre aberration de notre pays. Normalement, ça devrait être l'inverse. 2 tiers le secteur privé et 1 tiers le secteur public. Au Maroc, c'est 2 tiers secteur public. L'État, le budget général de l'État, les collectivités locales et surtout les établissements et les entreprises publiques. Et donc, si en plus l'investissement que nous réalisons avec cette dette que nous avons levée sur le marché national, le marché international, génère des retours sur investissement faibles, eh bien, c'est la totale. Alors, vous avez un certain nombre d'investissements publics qui, par construction, ont un retour sur investissement modéré d'un point de vue financier monétaire. Et c'est normal. Lorsque vous investissez dans des autoroutes ou dans des ponts, ou lorsque vous investissez dans des hôpitaux, ou lorsque vous investissez dans des universités, c'est normal que le retour sur investissement soit faible. En revanche, lorsque vous faites de l'investissement dans des entreprises publiques qui relèvent du secteur marchand, et que le retour sur investissement est faible, là, il y a un danger. Alors, on a mesuré le retour sur investissement de l'investissement public marocain à travers un indicateur qu'on appelle l'ICOR, et on a trouvé que notre ICOR était supérieur à 7. Ce qui veut dire que nous avons besoin de 7 unités de capital pour avoir une unité de croissance économique. Au moment où d'autres pays sont plutôt autour de 2,5-3. Si vous allez en Corée du Sud, si vous allez en Turquie, vous avez besoin de 2,5-3 unités de capital pour avoir une unité de croissance, de création de richesse. Comparer les deux économies. Pardon ? Ces deux économies avec l'économie marocaine, elles sont incomparables. Elles sont incomparables parce qu'ils sont plus performants dans les investissements publics. Je ne compare pas la taille. Non, quand je compare l'efficience.
Et si vous allez voir d'autres économies encore plus petites que l'économie marocaine, vous trouverez davantage d'efficience. Si vous comparez par exemple notre économie à l'économie rwandaise ou à l'économie kenyane, vous verrez que ces deux pays ont des performances supérieures aux nôtres. Ils sont plus faibles que nous en termes de taille, mais en termes de performance, ils sont plus forts. Nous avons nous arrivons difficilement à réaliser 2,5, 3,5% de croissance, au moment où le Kenya et le Rwanda, depuis 20 ans, sont autour de 10%, sans aucune discontinuité. Donc vous voyez bien que c'est une question relative. Peut-être parce qu'il y a plus de choses à faire là-bas aussi que chez nous. Non, parce que c'est mieux utilisé. Il y a beaucoup de choses à construire au Kenya. Vous croyez que nous n'avons pas beaucoup de choses à construire dans notre pays? Je peux vous dire que nous avons beaucoup de choses à construire dans notre pays. Et nous avons aussi un potentiel considérable. Et nous avons des citoyens qui sont ambitieux, qui veulent en découdre, qui veulent investir, qui veulent travailler, qui veulent créer, mais il faut libérer les énergies. Et ça, c'était un des mots d'ordre du nouveau modèle de développement. Oui. C'est libérer les énergies. Pour libérer les énergies, il faut qu'il y ait un climat des affaires qui soit sain. Il faut moraliser la vie publique. Il faut déconstruire l'économie de la rente. Il faut supprimer les privilèges. Il faut lutter contre les conflits d'intérêts. Il faut réformer la justice. Il faut réformer l'administration. Tous les éléments d'environnement qui sont propices à la prise de risque et la prise d'initiative, ce qui n'est pas malheureusement encore le cas, en tout cas suffisamment le cas dans notre pays. Donc je reviens à l'histoire de la dette. Donc le problème dans notre pays, c'est pas la taille, le poids, le montant de la dette, c'est quelle dette nous prenons, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise. Et est-ce qu'on est en capacité de créer de la richesse et de la recette fiscale pour affronter le service de la dette? Malheureusement non, puisque nous ne mettons pas en place les réformes nécessaires pour y parvenir. Ce qui me permet de conclure sur un point important, me semble-t-il, c'est la capacité de création de richesse. Tout à fait. C'est probablement un des plus grands points faibles du programme d'action du gouvernement, c'est sa pusillanimité en la matière, c'est-à-dire sa faiblesse, sa faible ambition en matière de création de richesse. Puisque le nouveau modèle de développement ambitionne de créer chaque année, sans aucune discontinuité pendant 15 ans, 6 à 7% de croissance économique. Au moment où le programme du gouvernement a parlé de 4%. La suite des événements a montré que nous étions même en deçà. 1%. 3,2% dans la loi de finances 2022 et 1,3% suivant les dernières prévisions du HCP et de Banque Le Maghreb. Si nous regardons comment notre économie s'est comportée sur les 20 dernières années, on va remarquer que sur les 20 dernières années, nous avons eu 10 années avec des taux de croissance supérieurs à 4,5%. Oui. On a eu 5 années avec des taux de croissance supérieurs à 5%. Et on a eu 3 années avec des taux de croissance de 6%. Donc le 4% ne se justifie pas et montre bien qu'il y a un déficit d'ambition. Et si nous ne sommes pas en capacité de mener les politiques publiques qui vont nous permettre de faire croître notre économie de 6% minimum chaque année, sans aucune discontinuité pendant 15 ans, on ne va pas réussir la transformation de notre pays. Alors, tout à l'heure, quand vous citiez un peu mon portrait, vous avez dit que j'étais acteur associatif, vice-président du mouvement d'Amer, je pense. Alors, le mouvement d'Amer a produit un rapport il y a quelques mois, et ce rapport a eu comme objectif de mener une analyse comparative et critique du nouveau modèle, du programme gouvernemental par rapport au nouveau modèle de développement. Et nous avons pointé du doigt, justement, ce différentiel de croissance, de création de richesse, et donc ce différentiel d'ambition. Nous avons mesuré et calculé quel serait le coût pour l'économie marocaine de ce déficit d'ambition. Nous l'avons estimé à 475 milliards de dirhams sur toute la législature. C'est le manque à gagner en termes de production de richesse pour notre économie nationale. Évidemment, il faudrait qu'on refasse ces calculs et on aboutirait à des chiffres plus importants compte tenu de la nouvelle donne, puisque le taux de croissance, il serait que de 1,3 et non pas 3,2% en 2022. Mais est-ce qu'il y a des propositions pour combler? Est-ce que vous avez des propositions pour eux? Ou là, vous ne leur donnez pas ce... Vous savez, moi je considère, franchement, je suis assez... les gens qui me suivent, qui voient un peu mes interventions dans les médias et mes publications, voient que je suis très en colère contre l'exécutif. Parce que l'exécutif, à sa décharge, a un environnement difficile, mais il a eu une chance. La chance, c'est la feuille de route, c'est la stratégie.
C'est le nouveau modèle de développement. Aucun des gouvernements de notre pays, sur les 2 décennies qui viennent de s'écouler, n'a eu une feuille de route stratégique. Et aussi complète, aussi précise, avec une stratégie exhaustive et holistique. Et le nouveau modèle de développement et les membres de la Commission ont eu à cœur de proposer à Sa Majesté et à nos concitoyens une stratégie tout en veillant au respect des dispositions de la Constitution et tout en veillant au respect des prérogatives des uns et des autres. Je m'explique. Nous avons proposé une feuille de route, des stratégies, des projets, mais nous avons laissé le soin aux gouvernements successifs sur ces 15 prochaines années de décliner de façon opérationnelle, avec leur timing, avec leur sensibilité, avec leur idéologie, avec leur expertise, leurs compétences, leur ambition, de décliner de façon opérationnelle cette feuille de route en autant de programmes, en autant de projets, en autant d'objectifs, de rendez-vous planifiés, etc. Malheureusement, le gouvernement actuel ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que je suis assez en colère, parce que c'est un gâchis pour notre pays. C'est une occasion ratée. Et pourtant, le compte à rebours continue. Hein, parce qu'on a Ben une oui, date, on a une échéance. Quoi. Il avance. Il avance. Mais vous savez, vous sentez comme moi le climat qu'il y a dans notre pays. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de, j'allais dire, de sympathie par rapport à l'action de l'exécutif. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est le bon sens. Une déception même. Une grande déception. Ouais. Et vous savez aussi, et ça c'est une constante de l'histoire de notre pays, c'est qu'il y a toujours une parfaite symbiose, une parfaite, je crois que c'est le terme, symbiose, entre le peuple et le roi. Et donc le roi est à l'écoute des attentes des citoyens. Mais la relation gouvernement et marocain n'a jamais été au bout fixe. Il y a toujours eu une insatisfaction par rapport à l'exécutif. Jamais dans ces proportions, jamais dans cette amplitude, jamais dans ce temps aussi bref. Et surtout, il n'y a jamais eu autant un schisme aussi important entre les promesses électorales et la réalité des politiques publiques. Jamais autant. Et ce qui, comment dirais-je, complique encore la situation, et les Marocains ont beaucoup de bon sens, c'est qu'ils comprennent qu'il y a une stratégie qui a été voulue, comme je vous le disais tout à l'heure, par Sa Majesté et par les Marocains. Et ils ne comprennent pas pourquoi cette stratégie n'est pas mise en œuvre. Pourquoi on a failli à ce devoir moral. Mon analyse, je vous l'ai donnée tout à l'heure, c'est parce qu'il y a un péché originel dans l'exécutif. D'accord. Donc, je me permets de revenir sur la charte d'investissement, puisqu'on a parlé justement des investissements publics qui restent plus importants que les investissements du privé, avant de passer… 2 fois plus importants. Voilà, 2 fois plus importants avant de passer à la dernière question. Donc, si vous pouvez donner un petit peu votre analyse sur ce que devrait contenir cette charte d'investissement pour justement… rehausser les investissements privés et les propulser. Oui, vous savez, l'investissement ne se décrète pas. Oui, on peut décréter l'investissement public. C'est l'État qui décide, qui met en œuvre. Mais on ne peut pas décréter l'investissement privé. Et l'État organise des conditions favorables pour booster, pour favoriser, encourager l'investissement privé. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Et l'État, depuis au moins 2 décennies, et c'est une des grandes marques de la politique qui a été pensée et insufflée par le souverain, l'État a tout fait pour organiser des conditions favorables au secteur privé. L'État a porté pendant plusieurs années le poids de l'investissement national. Ce n'est pas neutre. L'État a tout fait pour organiser des conditions favorables à l'émergence de l'investissement privé. Or, malheureusement, on constate qu'il n'y a pas eu de répondant du côté du secteur privé, soit parce que l'effort d'investissement est faible, on le constate, 1/3 simplement de l'investissement national, au moment où l'épargne nationale est importante. Je
vous rappelle que le est total des bilans des 1 banques, milliard, c'est 100 1700 milliards de dirhams. de Pour un dépôts. PIB autour de 1100, maintenant nouvelle version 1280, c'est considérable. Je vous rappelle que les dépôts, c'est un peu plus de 1100 milliards, plus 500 et quelques milliards en OPCVM, c'est considérable. C'est Donc énorme. l'épargne existe, mais cette épargne n'est pas orientée vers le financement de l'investissement réel. Puis on C'est revient ça- à l'économie de c'est- la rente là qui prédomine. C'est ça le problème. un peu. C'est une forme d'économie de la rente et il faut déconstruire cette économie de la rente, notamment en revoyant la fiscalité des produits d'épargne et en particulier des D'accord. dépôts à Ça vue et des, inciterait éventuellement. notamment. Donc je vous disais que l'État a beaucoup investi pour pousser le secteur privé à embrayer, ce qui n'est pas le cas. Et l'État, par contre, là, est responsable, n'a pas su orienter sa politique incitative vers les secteurs d'avenir, vers les secteurs de création de valeur ajoutée, vers les secteurs qui vont permettre de complexifier la production nationale, de monter en gamme, de monter en complexité de nos produits. Et l'État a maintenu jusqu'à présent, c'est aussi une des recommandations du nouveau modèle de développement, que de mettre un terme aux avantages fiscaux, dérogatoires, fonciers, bancaires, financiers, qui sont orientés dans les secteurs qui sont soit L'immobilier. monopolistiques, soit oligopolistiques, soit tournés vers le marché national, qui ne font pas l'objet d'une concurrence internationale ou qui ne créent pas suffisamment de valeur. Je pense par exemple à l'immobilier ou à l'agriculture organisée, structurée. Et donc, voilà, donc l'État a tout fait pour réorienter pour stimuler l'investissement. Il n'y est pas arrivé et l'État a failli dans la réorientation des incitations vers ces secteurs. C'est une des grandes recommandations du nouveau modèle de développement. Maintenant, comment on fait pour inciter le secteur privé à investir? Alors, il y a la charte d'investissement dont vous avez parlé. À ma connaissance, c'est quelque chose qui n'arrive pas à émerger depuis maintenant au moins 10 ou 15 ans, puisqu'il y a eu une cinquantaine, je crois, de versions de mouture, et elle n'a pas pu être adoptée. J'ai appris avec plaisir que lors du dernier Conseil des ministres présidé par Sa Majesté, la charte d'investissement a été approuvée. Mais au moment où je vous parle, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'examiner ce texte. Il n'est pas publié, donc je n'ai pas eu accès à ce texte, et donc je n'ai pas l'habitude de parler de choses que je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est ce que vos confrères et vous avez écrit sur ce texte-là. En termes de grands principes, oui, c'est bien. Généraliser des aides et des subventions à l'investissement, c'est bien. Adapter et donner un peu plus d'incentives pour certains territoires, pour certains secteurs, c'est bien. Pousser également et soutenir les entreprises marocaines qui vont aller investir à l'étranger ou qui vont exporter, c'est bien. Faciliter les procédures, digitaliser, réduire la complexité à sa plus simple expression. C'est un peu les grandes orientations de la charte d'investissement. Tout ça est bien, mais c'est très insuffisant. C'est pas ça qui va booster l'investissement. L'investissement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la confiance. La confiance, elle se décrète pas, elle se mérite. Et pour la confiance, il faut que la réforme de l'administration fiscale se fasse. Oui. La réforme des administrations publiques se fasse. La réforme de la justice. Voilà. La réforme fiscale. Tout est lié. La réforme finalement. du secteur bancaire. Si nous corrigeons pas toutes nos fêlures, si nous corrigeons pas toutes nos failles, toutes nos difficultés, on aura beau proposer une charte des investissements avec toutes les mesures incitatives qu'on peut proposer, l'impact sera faible. Et donc, tout se passe dans le mindset des investisseurs marocains. Il y a un ressort qui s'est brisé et il faut recoudre. Il faut recréer cette confiance. Et si on veut recréer cette confiance, il faut mener les réformes de structures dont notre pays a cruellement besoin. Et au premier rang de ces réformes, vous trouverez la déconstruction de l'économie de la rente, la lutte contre les conflits d'intérêts et la moralisation de la vie publique. Il faut qu'il y ait d'abord de la confiance. Avant de chercher à inciter, à motiver, d'abord gagner la confiance. Et c'est le seul moyen pour relancer l'investissement privé. Et pour y parvenir, il faut mettre en œuvre toutes les réformes de bonne gouvernance qui sont prévues dans le nouveau modèle de développement. Vous n'avez pas, à part les déclarations d'intention, à part les vœux pieux, à part les éléments de langage, mais d'un point de vue purement opérationnel, d'un point de vue programmatique, vous n'avez pas le moindre début de mesure dans le programme du gouvernement sur ces questions-là. Moi, je réagis, je vais commencer à pleurer. C'est pas que je vais réagir parce que c'est pas je mon suis- intention. Mon Non, 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 intention, non. c'est d'avoir un regard lucide
réelle sur la situation de mon pays et surtout d'être un lanceur d'alerte Oui. et d'être, j'allais dire, un censeur exigeant de l'exécutif. Ouais. Et de placer la barre haut, comme cela a été souhaité par L'exigence. le souverain et par les Marocains dans le cadre du nouveau modèle de développement, et d'avoir un regard exigeant vis-à-vis de l'action du gouvernement. Ouais. Et donc maintenant, Lucide. petite dernière, quelles sont selon vous les leçons qu'on a tirées ou qu'on doit tirer de la crise ou des crises? Première, la pandémie, et là ensuite les crises inflationnistes, puis les différentes guerres, les différents conflits. La première leçon, c'est la souveraineté. Un pays doit être souverain. Un pays, évidemment, il ne peut pas être souverain sur tous ses besoins. Même si vous allez voir les plus grandes puissances de la planète, le Japon ou les États-Unis ou l'Allemagne, sont forcément dépendants des échanges avec d'autres pays. Mais l'essentiel est produit au niveau national, ce qui n'est pas le cas de notre pays. Il n'est pas normal qu'un pays comme le nôtre, qui a eu un plan Maroc vert et maintenant une génération green depuis maintenant 15 ans, soit toujours aussi dépendant de l'importation De blé, de grains, d'huile, de graines de soja, etc. Donc il y a manifestement une défaillance majeure dans Maroc vert et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi je n'ai vu aucun rapport officiel d'évaluation de ce rapport pour pouvoir corriger les erreurs de cette stratégie. Donc la souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire, et là aussi il a fallu l'intervention en direct du souverain pour d'abord protéger la vie des Marocains et être parmi les premiers pays à avoir reçu les vaccins anti-Covid-19. Et ensuite, nous sommes, je crois, l'un des premiers, peut-être même le premier pays africain à pouvoir fabriquer le vaccin et à pouvoir garantir la souveraineté sanitaire, médicale du Maroc par rapport à cette pandémie et être en capacité ensuite d'exporter cette production pour nos amis africains d'Afrique subsaharienne et aussi, j'espère, du Maghreb s'ils le veulent bien. Ensuite, vous avez la souveraineté énergétique. Et la souveraineté énergétique, je crois qu'aujourd'hui, la démonstration est faite que la faillite de l'unique raffineur de pétrole marocain, la société La Samir, fut une erreur historique considérable, qu'il y a des responsabilités directes derrière cette faillite, ce collapse, et c'est la responsabilité évidemment de l'actionnaire, le groupe Coral, les différents managers qui se sont succédés dans cette entreprise, mais aussi une responsabilité indirecte des pouvoirs publics, des différents gouvernements, des différents ministères qui n'ont pas su faire respecter le cahier des charges de la privatisation. Et on s'en est rendu compte seulement en 2002 quand il y a eu l'incendie à Mohammedia et qui a interrompu la production dans la Samir. Responsabilité des ministères de tutelle, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'industrie, le ministère de l'énergie. Responsabilité également de la Banque centrale et des banques qui ont donné des crédits qui devaient être utilisés pour financer des investissements mais qui en réalité ont été détournés pour financer des distributions de dividendes fictifs. Dixit, la Cour d'appel de Casablanca, je cite. Et enfin, responsabilité, encore une fois, de l'administration des douanes et donc par ricochet du ministère de l'économie et des finances, qui a accordé un crédit d'enlèvement de 12,5 milliards ou 13 milliards de dirhams à un seul contribuable. Ce qui à l'époque représentait 25 à 30% des recettes de l'État en matière de droits de douane, ce qui est un risque majeur. Donc voilà, des responsabilités indirectes. Aujourd'hui, la situation actuelle a montré que ce fut une erreur capitale, mais c'est une erreur qu'on peut corriger. Ce que le gouvernement actuel, et le chef de gouvernement et la ministre de tutelle refusent de faire. Je ne comprends pas cet entêtement. Je pense même qu'il y a une ignorance. J'ai écouté la ministre de tutelle nous expliquer que le Maroc ne produisait pas du pétrole brut, donc c'est pas pertinent d'avoir du raffinage pétrolier.
c'est révélateur d'une méconnaissance du dossier. Hein. Parce que le Maroc a été producteur, ou plutôt industriel du raffinage pétrolier pendant plus de 50 ans, de 1959 à 2015. Et il a fallu des grands hommes d'État pour donner cet avantage à notre pays dès le lendemain de l'indépendance, le gouvernement de Sir Abdallah Ibrahim, de Sir Abdelrahim Bouaid. Deuxièmement, preuve d'une méconnaissance de l'exécutif par rapport à ces enjeux, c'est que vous avez aujourd'hui la quasi-totalité des pays européens qui sont des raffineurs de pétrole sans produire la moindre goutte de pétrole brut, à l'exception de l'Italie. Exact. L'Italie est le seul pays européen à produire un petit peu de pétrole brut, mais tous les autres pays sont des raffineurs. L'Espagne, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, tous ces pays-là ont des capacités de raffinage pétrolier très importantes et ils n'ont pas la moindre goutte de pétrole brut qui est produite. Donc, je pense qu'il faudrait que ce gouvernement revoie un peu ses leçons avant de prendre la parole sur des sujets aussi stratégiques, aussi symboliques. Et je crois que notre pays aurait intérêt à remettre en marche rapidement la raffinerie de pétrole de la Samir, parce que ça nous permettrait, d'une part, de constituer des stocks de souveraineté, des stocks de sécurité. Il y a 2 millions de mètres cubes de capacité de stockage totalement inutilisés. Nous avons aujourd'hui 26 jours de consommation en stock de sécurité, alors que la loi nous oblige à avoir 60 jours. Ouais. Donc nous sommes en dehors de la loi. Je ne sais pas ce que fait le gouvernement pour respecter les dispositions légales. Deuxièmement, le tribunal de commerce avait répondu favorablement à une demande du précédent gouvernement de louer les bacs de stockage de la Samir au moment où le cours du brut était à $20 et on aurait pu remplir nos cuves à $20. Nous ne l'avons pas fait. Le tribunal de commerce a réagi, il a fait son boulot, son job, et le gouvernement a fait marche arrière. Pas le gouvernement Akhnouch, le gouvernement Al-Athmani. Ça, c'est des choses qui mériteraient d'être explicitées dans l'enceinte du Parlement devant les 37 millions de concitoyens. Enfin, aujourd'hui, le Maroc fait le bonheur, d'une part, des raffineurs européens qui nous vendent leurs produits avec des marges très confortables. Les marges de raffinage ont explosé, beaucoup plus que le cours du pétrole brut. Et le Maroc fait le bonheur des importateurs-distributeurs marocains, qui est un secteur oligopolistique, qui est un secteur où il y a 3 opérateurs qui contrôlent les 3/4 du marché. Le premier opérateur qui contrôle à peu près 40% du marché, si j'en crois le rapport de la commission d'information parlementaire de 2018. Et c'est aussi une manifestation du conflit d'intérêts au sein de notre exécutif. Et il est grand temps qu'on trouve les solutions à ce grand désordre. Je vous rappelle que les importateurs-distributeurs d'hydrocarbures ont accumulé un volume de l'ordre de 45 milliards de dirhams, je pèse mes mots, 45 milliards de dirhams de profits immoraux depuis la libéralisation du secteur en décembre 2015. Libéralisation sans l'existence d'un raffineur pétrolier et sans l'existence d'une autorité de régulation, le Conseil de la concurrence en l'occurrence. Et donc, nous considérons que, et d'après les calculs que nous avons faits, eh bien, le différentiel de marge, le rapport de la commission d'information avait estimé ce gain à 17 milliards sur 2 exercices, 2016-2017. Nous avons continué ce travail jusqu'à fin 2021. Ce montant est de 45 milliards de dirhams. Pour vous démontrer la pertinence de ce chiffre, prenons les résultats d'un seul exercice, l'exercice 2016, qui est le premier exercice de libéralisation. Les 3 premiers opérateurs, eh bien, vous avez le groupe Aqua, le groupe Total et le groupe Shell. Alors, le groupe Aqua a vu son chiffre d'affaires augmenter de 14% en 2016 et son résultat net augmenter de 120%. Wow. Il a plus que doublé pour une augmentation de chiffre d'affaires de 14%. Ça veut bien dire que les marges ont explosé. Le groupe Total, son chiffre d'affaires a stagné. Il est resté le même en 2016, 0%.
Et ses résultats ont augmenté de 114 ou 115%. Lui aussi a doublé son résultat. Et il y a mieux encore, c'est le groupe Shell. Son chiffre d'affaires en 2016 a baissé de 3%. Et son résultat a augmenté de 300%. 3 fois plus. Donc, je considère que les sociétés qui sont dans des secteurs un peu sensibles, des secteurs monopolistiques, des secteurs oligopolistiques, des secteurs protégés, des secteurs où il y a une certaine opacité, où il y a des débats, ces sociétés-là doivent publier leurs comptes pour qu'il n'y ait plus de discussion et pour qu'il n'y ait plus de débat. Publiés, ils sont Total seulement. Les résultats sont Total seulement. C'est la seule société pétrolière qui est cotée en bourse et qui a publié ses comptes. Aucune des sociétés. Les deux autres sociétés ne sont pas cotées en bourse. Et donc, et ça c'est une règle qu'il faut, de mon point de vue, observer désormais pour tous les grands groupes, les entreprises qui ont une taille systémique, les sociétés qui sont dans des secteurs monopolistiques, oligopolistiques, des sociétés qui ont des soutiens de l'État, des subventions, des dérogations fiscales, qui ont un accès privilégié au marché public, qui sont protégées de la concurrence extérieure. Donc toutes ces sociétés-là un peu particulières, atypiques, doivent publier leurs comptes pour qu'il y ait de la transparence et qu'on clôt ce débat stérile sur non, les marges sont plus importantes, moins importantes. Je pense que les Marocains sont intelligents et comprennent les choses assez aisément par rapport à ces sujets-là. Donc, souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, médicale, souveraineté énergétique et souveraineté industrielle. Bien sûr. Et c'est le projet du Made in Maroc que nous avons porté dans le nouveau modèle de développement. Nous avons des premiers succès très insuffisants. Dans l'aéronautique, l'industrie automobile, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on continue, mais il faut qu'on monte en gamme. Il faut qu'on complexifie davantage notre appareil de production. Il faut qu'on utilise ce qu'on appelle la matrice de Léontiev, c'est-à-dire que nous devons noircir les cases des interrelations et des interconnexions entre les branches et les filières pour pouvoir augmenter le taux d'intégration nationale et augmenter la valeur ajoutée produite au niveau national. Et enfin, il faudrait que ces grands projets que nous signons, et je m'en félicite, en grande pompe, avec des caméras, avec tous les médias, etc., il faudrait que toutes les politiques incitatives de l'État soient conditionnées par le transfert de technologies d'une part au Maroc et d'autre part par la construction de JV, de joint venture et de partenariats avec des investisseurs privés marocains, mais surtout de nouveaux investisseurs privés marocains et pas avec les mêmes. Très important que vous avez abordé tout à l'heure, justement, c'est le danger de ce projet de loi sur le conseil relative au Conseil de la concurrence. Ah oui. Sur les prix, sur le... Oui. Vous savez que le droit de la concurrence marocain est un droit lacunaire et qu'il renferme plusieurs failles. Et cela a été clairement vu par la plus haute autorité du pays, puisque dans le cadre de l'instruction des soupçons d'entente illicite sur les prix des hydrocarbures, une décision a émané de Sa Majesté de désignation d'un nouveau président du Conseil de la concurrence, parce qu'il y a eu des dysfonctionnements internes, et donc désignation d'un nouveau président, constitution d'une commission ad hoc, qui a mené les investigations nécessaires pour comprendre la nature et l'origine de ces dysfonctionnements internes et proposé un certain nombre de recommandations dans son rapport, suite à quoi Sa Majesté a donné des instructions au chef du gouvernement de l'époque, c'est Saadi Latmani, pour revoir le cadre institutionnel et le cadre juridique qui régit le fonctionnement du Conseil de la concurrence, avec la volonté, et je cite de mémoire ce qui figurait dans le communiqué du cabinet royal, de renforcer la crédibilité, l'indépendance, l'autorité morale du Conseil de la concurrence. Nous avons attendu 1 an et demi pour avoir ces 2 textes de loi, et aujourd'hui ils sont déposés à la Commission des finances pour discussion. Alors ces 2 textes de loi, je peux vous en parler puisqu'ils sont d'accès public, et j'ai eu la possibilité de les étudier. Alors vous avez un texte sur le Conseil de la concurrence, sur la refonte et un texte sur la refonte du Conseil de la concurrence et un texte sur la loi sur la liberté des prix de la concurrence. Alors je vous avoue que j'étais très déçu quand j'ai étudié ces textes parce que les instructions du souverain sont claires. Il faut donner plus d'indépendance, plus de force, plus d'autorité morale, plus de crédibilité au Conseil de la concurrence. Lorsque vous analysez ces 2 textes, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une avancée
Les membres du Conseil de la concurrence, lorsqu'ils sont désignés dans la loi actuelle, doivent faire ce qu'on appelle une déclaration de patrimoine et d'intérêt au président du Conseil de la concurrence. Dans le projet de loi, cette déclaration, elle va être annuelle. Donc c'est une vraie avancée que je souligne et que j'approuve. À l'exception de cette avancée, nous n'avons que des reculs. Et je vais vous donner quelques exemples. Pourquoi je considère que le droit de la concurrence va reculer dans notre pays alors que nous avons besoin de le hisser vers des sommets supérieurs, vers la verticalité des bonnes pratiques internationales. Pourquoi? Eh bien, on en sommes à contresens. D'abord, le texte de loi dit que les différentes formations du Conseil de la concurrence, l'attribution des dossiers aux différentes formations du Conseil de la concurrence va se faire en fonction des dispositions du règlement intérieur. Différentes formations, c'est quoi? Vous avez le collège, c'est-à-dire tous les membres du Conseil de la concurrence, l'autorité supérieure du Conseil de la concurrence. Vous avez ce qu'ils appellent la commission permanente, qui est composée du président et de 4 vice-présidents, dont 2 magistrats. Et vous avez les sections qui traitent de sujets particuliers, de sujets sectoriels. Le problème, c'est que la loi donne le pouvoir d'attribuer les dossiers aux différentes formations, donne ce pouvoir au règlement intérieur, sans dire comment ce règlement intérieur est élaboré, sans dire quels sont les critères d'attribution des dossiers à telle ou telle formation, et sans dire comment le règlement intérieur doit être approuvé, à la majorité simple, la majorité qualifiée ou l'unanimité. Deuxièmement, le projet de loi donne le pouvoir au président du Conseil de la concurrence, quand bien même il y aurait un règlement intérieur, de déroger aux dispositions du règlement intérieur et, dans certaines conditions particulières, je cite le texte de loi, d'affecter un dossier à telle ou telle formation. Donc la loi donne le pouvoir au président du Conseil de la concurrence de déroger au règlement intérieur. Je considère que c'est un pouvoir exorbitant. S'il y a un règlement intérieur, il s'impose à tout le monde, y compris au président du Conseil de la concurrence. Et la loi, le projet de loi, ne dit pas c'est quoi ces conditions particulières. De même, le projet de loi permet au président du Conseil de la concurrence de réunir le collège, qui est l'autorité supérieure, avec la moitié du quorum. Lorsque le collège doit se réunir, le collège c'est 13 personnes, hein, c'est 12 personnes plus le président. Le quorum c'est 8 personnes. C'est la loi. C'est la loi actuelle, c'est le projet de loi. En première convocation c'est 8, en deuxième convocation si on n'a pas le quorum c'est 5, troisième convocation il n'y a pas de quorum. Le projet de loi, la loi actuelle ne donne pas ce pouvoir au président. Le projet de loi lui donne le pouvoir de réunir le collège avec 4 personnes seulement, en cas de situation urgente. Je cite encore le texte de loi. Le texte de loi ne dit pas ce qu'on met dans une situation urgente. Autre exemple, la loi aujourd'hui interdit à un membre du Conseil de la concurrence de délibérer sur un dossier où il a, au moment où il exerce ses fonctions, ou s'il a eu par le passé un intérêt dans ce dossier. La loi actuelle dit cela. Si vous avez été, par exemple, je prends un exemple, un secteur que je connais bien, le secteur bancaire, vous avez été banquier. Ensuite, vous avez été nommé membre du Conseil de la concurrence. Si il y a un dossier qui fait l'objet d'une enquête au Conseil de la concurrence qui concerne une banque, vous devez pas y être. Vous devez vous déporter. Voilà, c'est ça. Vous ne devez pas traiter ce dossier parce que vous avez été banquier dans une autre vie et vous pouvez être en situation de conflit d'intérêts. Et donc la loi vous interdit de statuer sur ce dossier. C'est ça. Ça, c'est la loi actuelle. Dans le projet de loi, eh bien, ils ont mis une prescription de 5 années. C'est-à-dire que vous avez l'interdiction de délibérer sur un dossier si vous avez eu un intérêt dans un délai de 5 ans. Au-delà de 5 ans, 5 ans et 1 année, vous êtes libre, vous pouvez statuer. Il y a prescription. Et moi, je regrette par exemple que le président du Conseil de la concurrence ait statué et émis un avis sur le secteur des huiles de table. Parce que lui-même était, il y a plus de 10 ans, président de l'ESUR. Et donc, par anticipation, il s'est libéré de cette disposition de la loi actuelle et il a anticipé une disposition, peut-être était-il initié, je n'en sais rien,
puisque le projet de loi lui permet d'être libéré de cette... Donc voilà des exemples de recul de la loi sur le Conseil de la concurrence. Vous avez la deuxième loi sur la liberté des prix et de la concurrence, où il y a aussi des reculs. Je vous donne un exemple. La loi actuelle dit que la sanction est de 10% du chiffre d'affaires lorsqu'il y a entente, lorsqu'il y a infraction lourde. Et si l'entreprise qui fait l'objet de l'enquête de l'inspection reconnaît les faits et plaide coupable, la loi donne le pouvoir au Conseil de la concurrence de réduire l'amende, la sanction financière de 50%. D'accord. Ça, c'est le dispositif légal actuel. Qu'est-ce qui est prévu dans la nouvelle loi? Eh bien, il est prévu que le rapporteur général peut demander l'accord au Conseil de la concurrence de négocier une amende transactionnelle. Sans limite. Avec l'entreprise objet de l'enquête. Et donc le Conseil de la concurrence, en vertu de cette nouvelle loi, le Conseil de la concurrence peut se réunir et dire ben écoutez, on va négocier avec telle entreprise et on va lui appliquer pas 50% de l'amende, mais 10% de l'amende. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit. Demain, avec ce nouveau texte de loi, s'il est voté en l'état, ils pourront le faire. Alors ça pose plusieurs problèmes. Premier problème, c'est en contradiction avec les recommandations du nouveau modèle de développement. Dans le nouveau modèle de développement, nous avons proposé d'encadrer strictement le pouvoir de négociation d'une autre entité, d'une autre administration, qui est l'administration fiscale. Ce phénomène existe. Oui. Et ce phénomène est à la source d'abus graves. Exactement. Et dans le nouveau modèle de développement, nous avons dit qu'il fallait encadrer et réduire drastiquement le pouvoir de négociation transactionnelle de l'administration fiscale. C'est ça le sens qu'il faut prendre pour qu'il y ait de la transparence, qu'il n'y ait pas d'opacité. Bien, le projet de texte sur le Conseil de la concurrence, ce n'est pas l'administration fiscale, mais c'est un autre domaine sensible, la concurrence. Eh bien, il va à contresens des recommandations du nouveau modèle de développement et au contraire, il donne des pouvoirs étendus de négociation transactionnelle que le nouveau modèle de développement veut retirer à l'administration fiscale. C'est un non-sens majeur. Deuxième point, le projet de texte de loi donne le pouvoir au Conseil de la concurrence de ne pas publier ses décisions si ces décisions peuvent heurter les intérêts des entreprises, des entités privées. Aujourd'hui, la loi oblige le Conseil de la concurrence à publier toute décision qui est prise. C'est normal, mais ce qui est logique. Le projet de loi donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au Conseil de la concurrence de décider, de prendre une décision de sanction, mais de ne pas la publier s'il considère que la publication de cette information va porter atteinte aux intérêts des entreprises. Et pour boucler le tour et boucler la boucle, le projet de loi interdit explicitement, dans le texte actuel c'est implicite, mais dans le projet de loi, il est interdit explicitement aux membres du Conseil de la concurrence de divulguer des informations sur les délibérations. Et le projet de loi dit explicitement que tout membre du Conseil de la concurrence qui divulguerait des délibérations ou des discussions ou des informations s'exposerait à une sanction pénale. Ce qui est une manière, d'une part, d'intimider les membres du Conseil de la concurrence et d'autre part, de réduire considérablement le droit des citoyens à l'accès à l'information. Et donc, le problème, évidemment, tout le monde l'aura compris, si le dossier, le fameux dossier des hydrocarbures, est traité en application de ces nouvelles dispositions que le gouvernement veut faire passer, voilà, puisque le dossier a été eh bien, moi, je considère qu'on aura eu un recul démocratique majeur dans notre pays. Tout à fait. Je ne comprends pas comment la commission financière a pu approuver. La commission des finances la commission des finances, c'est ça. Regardez qui la compose et qui la préside. Voilà. Wow. Meilleur mot de la fin, je trouve. Ouais. C'est vraiment la conclusion la plus vous savez, je vais vous dire, les politiques publiques, c'est des choses qui sont assez complexes. Les politiques publiques, c'est le reflet de rapports de force. Et les citoyens doivent être absolument au fait de cela. Ils doivent être conscients des enjeux. Les hommes politiques aussi. Les hommes politiques de la majorité comme de l'opposition.
Le problème, c'est que nous avons aujourd'hui une tendance à l'affaissement, une tendance à l'horizontalité, alors qu'il faut aller avec la verticalité. Notre pays a besoin d'hommes politiques verticaux, qui sont debout, qui sont conscients de leurs responsabilités et qui assument pleinement leurs responsabilités. Très modestement, j'essaie de le faire à ma modeste place et j'essaie de souligner d'une part les reculs dans nos politiques publiques et d'autre part surtout de proposer des solutions. Mais je n'invente rien. Je ne fais qu'être fidèle au nouveau modèle de développement et j'espère que mes autres collègues de la Commission feront de même. Très bien. Merci beaucoup. Merci Sibine Moussa d'avoir répondu à nos questions pour ce grand entretien. C'était un plaisir. J'espère avoir contribué à éclairer vos lecteurs et vos internautes et vos auditeurs et vos téléspectateurs. Merci. Merci à vous. Merci.